Allô, bienvenue dans cette mini-récup sur le chapitre de la modernisation du Québec et la Révolution tranquille. Présentement, on se trouve dans la période de la Révolution tranquille, donc entre 1960 et 1970. Dans la première vidéo sur cette période, on s'est concentré plus sur l'aspect politique et économique de la période. Et dans cette période-ci, on va se concentrer un peu plus sur la population et sur la culture au Québec, ainsi que certains mouvements de groupes, par exemple, les femmes au Québec, donc les groupes féministes. Et là, tu as sûrement remarqué, mais là, je te parle de Révolution tranquille, c'est écrit ici, c'est écrit là. Quand on parle de la Révolution tranquille, eh bien là, dans la vidéo précédente, on a parlé des changements, des réformes qui commencent avec le gouvernement Lesage et qui va se continuer avec l'Union nationale. Et là, il y a plein de changements. On va en voir d'autres aussi dans cette vidéo-ci. Il va y avoir des différents changements. Eh bien, c'est tout ça qu'on appelle la Révolution tranquille. Donc, qui commence avec le gouvernement de Jean Lesage. On parle d'une révolution parce qu'il y a plein de changements, mais tranquille parce que, ben, tu sais, ces changements-là, on ne fait pas en se tirant dessus et tout ça. Donc, c'est des changements qui se font, mais dans le calme et la tranquillité, d'où le nom, la Révolution tranquille. Du côté de la population pendant la décennie 60, qu'est-ce qui la caractérise? Eh bien, il va y avoir une dénatalité. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une baisse des naissances. Et là, on se souvient, dans la décennie précédente, dans les années qui ont précédé, donc après la Seconde Guerre mondiale, entre 1945 et la fin des années 50 environ, il y avait une augmentation des naissances. Il y a eu un baby boom qu'on appelait, ou un bébé boom. Mais là, dans cette décennie-ci, il y a une baisse des naissances. Elle est caractérisée par quoi cette baisse des naissances? Eh bien, entre autres, les femmes sont de plus en plus présentes sur le marché du travail. Donc, elles ne sont plus seulement à la maison, ce qui peut avoir une influence sur les naissances. Il y a aussi une évolution, donc un changement de mentalité. L'Église est de moins en moins présente dans la vie des gens et l'Église mettait vraiment de l'avant les familles nombreuses et tout ça. Donc, il y a un changement dans la mentalité, du côté de cette mentalité-là. Donc, des grosses familles. Les familles vont être de plus en plus petites. Et ce qui influence aussi la population, c'est l'immigration. Dans cette décennie-ci, la population, pas la population, mais la migration, va être plus diversifiée. Dans les années 50, en fait, avant la guerre, les conditions pour immigrer au Québec étaient quand même strictes. Et là, après la guerre, ils étaient moins stricts. Je ne veux pas dire qu'ils étaient plus stricts, mais ils étaient moins stricts. Et là, de plus en plus que les années avant, c'est bien les règles, les conditions d'admission des migrants sont de plus en plus assouplies. Reste que ce sont quand même majoritairement des Occidentaux qui vont immigrer au Québec, mais tranquillement, ça se diversifie. Par rapport à l'immigration aussi, le Québec désire imposer certaines conditions pour l'immigration. Donc, son but, ce n'est pas de refuser des gens ou d'arrêter d'accueillir des migrants, sauf que le Québec aimerait pouvoir accueillir plus de migrants francophones. Donc, ils viennent de différents pays francophones dans le but de conserver et de protéger la langue française. Donc, il y a ça aussi qui est tranquillement mis de l'avant du côté de la migration. Et de manière générale, dans la population, eh bien, la population est en augmentation là, si on regarde le portrait général. Pendant la décennie 1960, il y a différentes réformes qui vont être mises en place. On en a vu quelques-unes dans la vidéo précédente. Là, on va se concentrer sur la réforme de l'éducation. Sous le gouvernement libéral de Jean Lesage, il y a différentes choses qui vont être mises en place concernant l'éducation. Par exemple, la Grande Charte de l'éducation. La Grande Charte de l'éducation, ça regroupe environ 12 projets de loi qui concernent l'éducation dans le but de la modifier. La photo que tu vois ici, Paul Gérin-Lajoie, qui est à ce moment-là sous le Parti libéral, le ministre de la Jeunesse. Et plus tard, il sera le premier à être ministre de l'Éducation. Donc,
à ce moment-là, il est quand même impliqué dans tout ce qui concerne la réforme de l'éducation. Et là, il y a quelque chose qui va être mis en place, qui va être quand même important là, dans le monde de l'éducation, dans le système d'éducation, et c'est la mise en place de la commission parents. La commission parents. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que la personne qui préside cette commission se nomme Alphonse-Marie Parent. Donc, c'est quelque chose de très commun de nommer une commission avec le nom de la personne qui la préside. À la suite de consultations de la population et d'experts, M. Parent va, en 1963, remettre les premiers volumes du rapport Parent, donc dans lesquels il a inscrit différentes affirmations et différentes propositions pour le système d'éducation québécois. On va voir quelques-unes de ces affirmations et de ces propositions. Par exemple, le rapport Parent affirme qu'il y a un retard en matière d'éducation au Québec si on compare aux autres sociétés occidentales et que ce retard-là est encore plus marqué dans le système d'éducation qui est dirigé par le clergé catholique francophone. Il affirme également l'éducation. Tu dois savoir ce que ça veut dire. Mais non. Il affirme également que l'éducation est un droit universel. Donc, c'est quand même très important donc de dire que c'est un droit universel, que tout le monde a droit à l'éducation et que l'accès à l'éducation devrait être facile pour tout le monde. Le rapport Parent va également proposer différentes choses. Par exemple, la déconfessionnalisation du système d'éducation. C'est un bien grand mot. On va le décortiquer un petit peu ensemble. Donc, déconfessionnalisation, dans ce mot, il y a le mot confession. Confession, ça fait référence au clergé, à l'Église, à la religion. Et là, si tu regardes le préfixe devant confession, D, ça veut dire d'enlever quelque chose. Donc, d'enlever la confession, donc d'enlever le côté religieux, dans ce cas-ci, du système d'éducation. On se souvient, dans la vidéo précédente, on avait parlé que du côté de la population, de la société, il y avait un désir de séparer l'Église et l'État. Donc, on parlait de laïcisation, donc de séparer, de dire que l'État s'occupe de ces choses, l'Église s'occupe de ces choses, elle n'a pas à intervenir dans les différents éléments dont l'État s'occupe. Donc, il y avait comme cette idée-là qui était mise de l'avant, qu'on appelle laïcisation. Un peu, ici, c'est un peu ça. Donc, c'est d'enlever le côté confessionnel de l'école. Donc, de dire, l'école, l'éducation va être gérée par l'État. Ce n'est plus à l'Église de gérer ça parce qu'on se souvient que sous Duplessis, les écoles étaient gérées par les communautés religieuses. Donc, ça doit être une de ses propositions. Par la suite, le rapport Parent va proposer un cours secondaire de 5 ans. Et là, toi qui es au secondaire, ton secondaire, il dure combien de temps? Il dure 5 ans. Il y a comme un lien à faire ici, là. C'est quelque chose qu'il va proposer. Il va aussi proposer la création polyvalente. C'est quoi une polyvalente? Eh bien, en fait, il propose un endroit où se regrouperait la formation générale, par exemple mathématiques, français, sciences, et la formation professionnelle, donc une formation qui va mener à exercer un métier. Donc, le but, c'était de regrouper les deux au même endroit. Il va aussi mettre de l'avant, proposer la création de cégeps. Le but de ces cégeps serait de faciliter la transition du secondaire à l'université ou au marché du travail. Donc, toi qui vas aller peut-être au cégep dans quelques années, si tu vas au cégep, tu peux avoir le choix d'une formation générale si tu veux continuer vers l'université ou d'une formation technique qui va te mener par la suite à aller directement sur le marché du travail. Donc ça, ce sont différents éléments qui vont être mis en place, qui vont être proposés, ou affirmés dans le rapport Parent et qui vont mener par la suite à la mise en place concrète de différentes choses. Par exemple, la mise en place des cégeps.
Petit vrai ou faux avant de continuer? Vrai ou faux? Les soins de santé sont gratuits au Québec depuis l'adoption de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique en 1867. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est faux. Donc, peut-être que tu es habitué, si tu vas à l'hôpital, si tu vas voir ton médecin, de ne pas payer une hospitalisation ou une consultation pour un médecin. Mais ça n'a pas toujours été comme ça au Québec. Donc là, on a parlé de réforme de l'éducation et maintenant, on va parler de réforme de la santé. Dans les années 60, donc au début des années 60, il y a environ 57% de la population québécoise qui n'a pas d'assurance privée pour les hospitalisations. Ça veut dire que 57% de la population, que s'ils doivent se faire hospitaliser, donc de rester à l'hôpital pendant quelques jours, eh bien, ils doivent le payer de leur poche. Et les frais de santé, ça coûte quand même cher. Donc, il y a plusieurs personnes qui, à la suite d'une hospitalisation, vont être endettées. C'est pour ça que le gouvernement provincial va essayer de mettre en place quelque chose pour aider la population qui devra se faire hospitaliser. Dans les années qui ont précédé, donc dans les années où Duplessis était au pouvoir, le fédéral a mis en place une assurance hospitalisation, donc qui est accessible à toute la population, au cas où il se ferait hospitaliser. Donc, ça paie les frais d'hospitalisation. Mais Maurice Duplessis avait refusé d'adhérer à cette assurance-là parce qu'on se souvient qu'il mettait vraiment de l'avant l'autonomie politique, donc l'autonomie de la province. Et la santé, c'est une compétence provinciale. Alors, il était contre le fait que le fédéral vienne s'ingérer dans les compétences provinciales. Donc, c'est pour ça qu'il n'avait pas adhéré. Toutefois, sous le Parti libéral, en voyant que c'est quand même une nécessité, puis qu'il y a quand même des personnes mais qui s'endettent à la suite d'une hospitalisation qui n'est pas de leur ressort, donc on choisit pas quand on est malade, eh bien, va adhérer à l'assurance hospitalisation en 1961. Donc, avant ça, ça coûtait de l'argent si tu allais à l'hôpital et que tu devais être hospitalisé ou que tu devais recevoir des soins dans un hôpital, ça te coûtait de l'argent. À partir de 1961, eh bien là, ça ne coûte plus rien en quelque sorte. Donc, tu n'auras plus en tant que personne à débourser de tes poches l'argent. Ça va être une assurance publique. Donc, c'est le gouvernement qui va s'occuper de payer ces frais-là. Et là, c'est pas exactement ce que tu connais aujourd'hui. Donc, ce n'est pas l'assurance maladie. L'assurance maladie va venir un peu plus tard, en 1970. On y reviendra dans la prochaine décennie, lorsqu'on parlera de la prochaine décennie. Là, c'est vraiment tout ce qui concerne l'hôpital, lorsque tu vas à l'hôpital. Fait que si tu vas consulter un médecin, mettons en 62, tu vas consulter un médecin à la clinique, eh bien là, tu devras tout de même payer les frais au médecin. Donc, c'est ça qui est mis en place pour aider la population à avoir accès à des soins de santé. Reste, il y a quand même des choses à faire, puis que le système de santé n'est pas quand même uniforme. On se souvient, ce sont les communautés religieuses qui gèrent les différents hôpitaux. Et là, d'un hôpital à l'autre, ben, il y a quand même des différences parce que c'est pas géré tout par la même personne ou par les mêmes personnes. En 1962, il y a la loi des hôpitaux qui va être mise en place et le but, très brièvement, le but de cette loi-là, c'est de s'assurer que les services et que tous les hôpitaux, ben, soient pas mal égales. Donc, que peu importe l'hôpital où tu vas, mais tu vas recevoir des bons soins et les mêmes soins. Donc, ça fait que l'État intervient dans le système de santé. On peut faire encore un parallèle avec la laïcisation, parce que là, ça enlève aux communautés religieuses la gestion des hôpitaux, parce que on a une loi qui gère, l'État met en place une loi qui gère l'ensemble des hôpitaux. Donc, tranquillement, on voit que les communautés religieuses vont perdre de l'influence du côté du système de santé. Dans les années 60, outre
les réformes en éducation et en santé, il va y avoir d'autres réformes qui vont être mises en place. Par exemple, en 1969, la loi sur l'aide sociale. Avant 1969, les gens en situation de pauvreté devaient compter sur la charité publique pour tenter de répondre à leurs besoins. À partir de ce moment, le gouvernement prend en charge toutes les personnes en situation de pauvreté dans le but de leur permettre de pouvoir subvenir à leurs besoins de base. On ne parle pas de luxe, là, juste de pouvoir subvenir à l'essentiel de leurs besoins. Petite question, quel événement international s'est déroulé à Montréal dans les années 1960? Expo Sciences internationale, les Jeux olympiques ou l'Exposition universelle? Eh bien, c'est l'Exposition universelle. Peut-être que tu vas avoir entendu parler de Expo 67. Eh bien, c'est ça, l'Exposition universelle de Montréal, parce que c'est déroulé en 1967. C'est quoi une exposition universelle? C'est un moment, ça se déroule environ aux 5 ans, dans un pays différent à chaque fois. Ça dure environ 6 mois. Et c'est un moment où plusieurs pays vont se rassembler et vont mettre de l'avant les progrès qu'ils ont faits dans différentes disciplines. Par exemple, à Montréal, ça se déroulait, le site de l'Expo 67 était majoritairement sur l'île Notre-Dame et il y avait différents pavillons. Par exemple, le pavillon de la France, le pavillon des États-Unis, le pavillon du Québec. Les gens pouvaient alors se promener sur le site de l'Expo 67, aller dans les différents pavillons pour voir, pour connaître les différents progrès que ce pays ou cette région du monde avait fait. Pourquoi c'est un événement important? Bien, d'abord, l'exposition universelle, c'est vraiment un gros événement mondial. Donc, pour te donner un exemple, en fait, la Tour Eiffel, elle a été érigée pour une exposition universelle qui se tenait à Paris. Ça peut te donner une idée de l'importance de cet événement-là. Pour le Québec, qu'est-ce que ça a comme impact? Eh bien, ça permet aux gens de venir à Montréal, de venir au Québec, de connaître la province. Et ça permet aussi aux Québécois et Québécoises de s'ouvrir sur le monde. Parce que seulement en allant se promener sur le site de l'Expo 67, eh bien, ça leur permettait d'avoir des contacts avec différentes régions du monde. Qu'est-ce qui reste de l'Expo 67? Eh bien, si tu viens de Montréal ou bien si tu es déjà allé te promener à Montréal, eh bien, peut-être que tu as déjà vu des pavillons de l'Expo 67 sans même le savoir. Par exemple, le pavillon du Québec ou le pavillon de la France sont devenus le Casino de Montréal. Un autre pavillon, probablement que tu as déjà vu, même si tu n'es jamais allé à Montréal, peut-être que sur des photos tu l'as déjà vu, c'est le pavillon des États-Unis. Cette grosse sphère était le pavillon des États-Unis et aujourd'hui, c'est rendu une icône de la ville de Montréal. Il y a d'autres pavillons qui ont été détruits, d'autres qui ont été débâtis et rebâtis ailleurs. C'est le cas du pavillon de Moscou qui a été débâti à Montréal et rebâti en URSS à l'époque, donc en Russie actuelle. L'Expo 67 met donc Montréal à l'avant-plan à l'international. Ça permet, comme je le disais, aux Québécois et Québécoises de s'ouvrir sur le monde. C'est vraiment un événement qui va marquer la modernisation du Québec. Un autre élément qui va marquer la Révolution tranquille, c'est la culture. Je veux dire un peu l'émergence de la culture québécoise parce qu'elle va prendre de plus en plus de place. Si on se rapporte un peu avant les années 60, donc sous Maurice Duplessis, on se souvient qu'il imposait la censure. Donc, c'était un peu difficile pour certains artistes de prendre leur place et de mettre de l'avant leurs œuvres parce que parfois, elles étaient censurées. Alors là, dans les années 60, les artistes prennent de plus en plus de place et aussi, la culture est de plus en plus accessible. Par exemple, la chanson. Donc, la chanson québécoise qui va prendre de l'importance. Il y a plusieurs chansonniers qui vont marquer l'histoire du Québec. Par exemple, Félix Leclerc. Donc, un chansonnier, va jouer un style plutôt simple, très poétique, dans lequel le Québec va être mis de l'avant. Donc, l'amour du Québec, l'affirmation nationale. Donc, on va affirmer
le Québec. Donc, ça va vraiment être mis de l'avant dans les chansons. Il y a aussi un autre style musical qui va être mis de l'avant dans ces années-là. Ça va être un peu plus contestataire. Ça s'inspire de la contre-culture qui est aux États-Unis à ce moment-là. Donc, un mouvement qui va contester l'ordre établi, donc ce qui est en place. Donc, il y a un mouvement au Québec là, de musique qui va suivre, va s'inspirer un peu de ça. Robert Charlebois est un artiste qui va faire partie de cette mouvance-là. Donc, comme je disais, des textes plus contestataires, de la musique un peu plus rock, qui va mettre de l'avant le Québec, mais surtout la modernité du Québec. On est dans le thème de la modernisation du Québec. On voit qu'il y a un petit lien à faire ici. Donc, ça, ce sont des exemples là, du côté de la chanson. Par la suite, il y a aussi l'humour québécois qui va prendre de la place. L'Hostie de Show est un exemple d'un spectacle qui a quand même marqué l'histoire du Québec, un spectacle humoristique, à la fois humoristique et musical, dans lequel ont joué, entre autres, Robert Charlebois, Louise Forestier, Yvon Deschamps et Mouffe. Bien sûr, c'est son surnom. En fait, elle se nomme Claudine Monfette. Et ce spectacle-là a eu lieu en 1968. Encore une fois, dans ce spectacle-là, on met vraiment l'affirmation nationale de l'avant. Le Québec est mis de l'avant. Un autre élément, le théâtre. Dans les années 60, il y a de plus en plus de pièces de théâtre qui vont être jouées. Et là, on va parler de la pièce de théâtre Les Belles Sœurs. Peut-être que tu en as déjà entendu parler ou que tu l'as déjà vu ou lu. Une pièce de théâtre de Michel Tremblay. Pourquoi elle est marquante? En passant, je laisse la date ici parce qu'elle a été jouée pour la première fois aussi en 1968. Pourquoi cette pièce-là est importante au Québec? Eh bien, c'est la première fois que le parler joual va être mis en scène. Ça fera pas l'unanimité, c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec ça de prime abord, mais c'est quand même quelque chose de nouveau. Donc, on met le parler de la classe ouvrière, donc qui vit dans les quartiers ouvriers, la vie de tous les jours, des Québécois et Québécoises de tous les jours, on met ça de l'avant. Donc, il y a vraiment aussi quelque chose de nouveau par rapport à ça. Un autre petit point aussi qui est quand même intéressant avec la pièce des Belles Sœurs, c'était des femmes. La pièce de théâtre était composée de femmes, beaucoup de femmes. Donc, c'était quand même quelque chose aussi qui est à noter pour ces années-là. Puis toutes ces choses-là, donc ces spectacles-là, d'humour, de musique, de théâtre, eh bien, ça prend des endroits pour les diffuser. On va parler de lieux de diffusion de la culture. Et le gouvernement québécois va investir dans la culture et dans ces lieux-là. C'est pendant cette décennie, par exemple, que la Place des Arts de Montréal va ouvrir ses portes et aussi le Grand Théâtre de Québec. Donc, ce sont des exemples de lieux où la culture va pouvoir se diffuser, où les gens vont pouvoir avoir accès à ça. On a vu que dans les années 60, il y a eu différents changements, il y a eu des réformes, etc. Du côté des syndicats, il va y avoir des évolutions, il va y avoir des changements également. D'abord, en 1960, il y a environ 1/3 des employés du Québec qui sont syndiqués. Pendant la décennie, les employés de l'État vont obtenir le droit de se syndiquer. Et ça va faire augmenter le nombre de personnes syndiquées au Québec pendant la décennie. Un autre point important avec les syndicats, eh bien, c'est qu'ils vont prendre de plus en plus de place au Québec. En fait, ils vont se prononcer de plus en plus dans différents débats qui concernent les droits des travailleurs. Et un dernier point important avec les syndicats pendant les années 60, eh bien, c'est la déconfessionnalisation des syndicats. Il semble qu'on a vu ça tantôt, ce long mot-là, déconfessionnalisation. Eh bien, on se rappelle, c'est de retirer l'aspect religieux de quelque chose. Dans ce cas-ci, des syndicats. Rapidement, je vais te donner un exemple. Donc, il y avait la Confédération des travailleurs catholiques du Canada
qui était un syndicat. Donc, le C ici, c'est catholique. Donc, il y avait la religion qui était présente. Et la CTCC est devenue la CSN, donc la Confédération des syndicats nationaux, qui existe toujours aujourd'hui. Donc, on a enlevé l'aspect religieux des syndicats. Pour terminer cette vidéo, on va parler du mouvement féministe pendant la décennie 1960. D'abord, il y a la Fédération des femmes du Québec qui est un élément important pour le mouvement féministe. Cette fédération-là va défendre les revendications de différentes associations féministes à travers le Québec, comme l'équité salariale ou, par exemple, la mise en place de garderies d'État pour faciliter l'entrée des femmes sur le marché du travail. Pendant les années 60, il y a également quelque chose, un événement plutôt important, et c'est l'élection de la première femme députée au Québec, Marie-Claire Kirkland-Casgrain. Donc, en 1961, elle sera élue au gouvernement provincial. Elle aura un rôle, elle aura un impact important sur les gains juridiques des femmes au Québec. Et ça m'amène à une question. Quels gains juridiques les femmes obtiennent-elles en 1964? Est-ce que c'est la capacité juridique, le droit de vote, le droit de se faire avorter? Eh bien, c'est la capacité juridique. La capacité juridique, peut-être que vite comme ça ne dit pas grand-chose. En fait, en 1964, va être adoptée, grâce à Marie-Claire Kirkland-Casgrain, la loi sur la capacité juridique de la femme mariée. Ça veut dire, cette loi-là évoque que maintenant, les conjoints mariés, les conjoints et conjointes mariés, sont égales juridiquement. Mais concrètement, qu'est-ce que ça fait? Par exemple, avant la mise en place de cette loi, les femmes n'avaient pas le droit de signer des contrats. Les femmes mariées n'avaient pas le droit de signer des contrats. C'était juste leur mari. Ou encore, si les femmes voulaient travailler, ça prenait une signature de leur mari disant qu'il autorisait sa femme à aller travailler. Maintenant, à partir de 1964, les deux conjoints sont égales sur le plan juridique. Donc, les femmes mariées peuvent signer des contrats, elles peuvent aller travailler sans que leur mari ait besoin d'émettre une signature. Ça, c'est juridiquement. Reste que il y a les mentalités aussi derrière ça, donc il y a quand même du chemin encore à faire de ce côté-là. Par la suite, un autre élément important qui commence là dans les années 60, c'est la Commission royale d'enquête sur la situation de la femme au Canada, qui va souvent être appelée la Commission Byrd parce que la présidente est Florence Byrd. Le rapport va être émis en 1970, fait qu'on va y revenir là dans les prochaines vidéos, mais rapidement, cette commission-là va se pencher sur les droits des femmes versus les droits des hommes. Donc, le but, c'est de faire des recommandations pour que les femmes aient des chances égales aux hommes. Entre autres, il va être question dans ces discussions-là sur la commission des questions salariales entre les hommes et les femmes. Donc, on va parler de l'égalité et de l'équité salariale. Mais on va y revenir là dans les prochaines vidéos. Il y a également, pendant la décennie 60, on va parler des droits sexuels et des droits reproductifs. Par exemple, avant les années 60, l'avortement est illégal. Donc, qu'une femme se fasse avorter, c'est un acte criminel. C'est comme si elle tuait quelqu'un. Et la pilule contraceptive ne peut pas être prescrite. Donc, c'est illégal de prendre la pilule contraceptive, de contrôler son cycle menstruel et le fait de est-ce que je peux avoir un bébé ou je veux pas avoir de bébé. Et là, à partir de 1960, là, les femmes peuvent se faire prescrire la pilule contraceptive, mais pas à des fins de contraception. OK, mais pourquoi ils se font prescrire la pilule alors? Eh bien, certaines femmes peuvent avoir des douleurs menstruelles qui les empêchent de travailler, qui les empêchent là d'être fonctionnelles. Donc, certains médecins pouvaient prescrire la pilule contraceptive pour ça. Mais c'était illégal de la prendre, de la prescrire pour
la contraception. Et là, en 1969, la pilule contraceptive va être décriminalisée. Donc, à partir de 1969, les femmes peuvent prendre la pilule contraceptive comme moyen de contraception. Donc, maintenant, elles ont elles peuvent gérer, elles ont le pouvoir sur leur cycle menstruel et sur le fait de est-ce que je peux avoir des enfants ou est-ce que je ne veux pas ou je peux, en tout cas, avoir des enfants. Elles ont le contrôle là-dessus. Donc, ça, c'est quand même un gain important. En 1969, il va aussi avoir la décriminalisation de l'avortement thérapeutique. Et là, l'avortement thérapeutique, c'est l'avortement lorsque la vie de la femme, de la mère, est en danger. Donc, en 1969, c'est rendu légal d'avorter seulement si la vie de la mère est en danger. Autrement, ça reste un geste criminel. Donc, il y a plusieurs femmes qui vont continuer à se battre par la suite pour obtenir la décriminalisation de l'avortement là, au complet. Ce sont même à travers les groupes de femmes, ce ne sont pas toutes les femmes qui sont en accord avec la décriminalisation de l'avortement. Donc, même à travers les femmes, là, c'est pas tout le monde qui pense de la même manière, mais il y a tout de même plusieurs femmes qui vont se battre pour obtenir ce gain-là. Sur la photo ici, c'est une manifestation pour l'avortement qui se déroule, en faveur de l'avortement, qui se déroule à Québec en 1970. Donc, même si en 69, ils ont réussi à obtenir certains gains, dont la décriminalisation de la pilule contraceptive à des fins de contraception et l'avortement thérapeutique, il reste tout de même d'autres gains à obtenir et il y a plusieurs femmes qui vont encore aller au front pour obtenir ces gains-là. C'est la fin de cette autre vidéo sur le chapitre de la modernisation du Québec et de la Révolution tranquille. Rapidement, dans cette vidéo, on a vu qu'il y a eu beaucoup de changements dans la société, beaucoup de changements sociaux, d'où le nom Révolution tranquille, comme je t'expliquais au début. Il y a une affirmation culturelle aussi qui se voit à travers la chanson, à travers le théâtre, par exemple. Il y a aussi des groupes qui prennent de plus en plus de place, qui prennent de plus en plus leur place, par exemple les syndicats ou les femmes. Dans la prochaine vidéo, on va parler maintenant de la décennie 1970. Donc, encore une fois, cette décennie-là sera divisée en 2 vidéos.